Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Nous sommes le vendredi 21 juin 2019. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Content de vous retrouver, toujours fidèle au rendez-vous. Avec nous ce matin, dans un premier temps, Maître Fritz Do Canton pour commenter l'actualité. Et dans un second temps, Cynthia Kinski sera avec nous, notamment pour parler de son spectacle. Mais pour commenter l'actualité, accueillons Maître Canton. Maître Canton, bonjour. Nous sommes heureux d'avoir la possibilité de vous accueillir sur le plateau de cette rubrique ce matin. Bonjour, M. Théodore. Le plaisir est réciproque. Et je salue également vos téléspectatrices et téléspectateurs, ceux qui écoutent également votre radio au-delà du pays et au-delà de nos frontières. Quand je vous ai lancé cette invitation, qu'est-ce qui vous est venu à l'idée, à l'esprit? J'ai dit, vous voulez faire basculer, ou bousculer également la réticence volontaire que je me suis toujours imposée dans l'analyse et le commentaire de la situation de ce pays, qui déraille, qui est en pleine déliquescence et qui est devenu pratiquement une entité ingouvernable, qui deviendrait une entité ingouvernable si nous ne prenions pas immédiatement des mesures appropriées. Ces mesures-là, ces mesures appropriées. Les mesures appropriées, je l'ai toujours dit, et je ne souhaiterais pas faire une répétition, une redondance, si c'est pour formater l'esprit de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Je dirais également que le pays doit être gouverné. Je n'ai pas répété ce qu'avait dit l'OEA, puisque déjà, j'ai lancé cette alarme dans ce pays. C'est un avertissement que j'ai toujours lancé au président de la République, qui a peut-être une crainte, une réelle crainte, d'être assimilé à un dictateur. Quand on a la responsabilité d'un pays, on ne doit pas avoir peur de prendre des décisions impopulaires. Des décisions impopulaires, j'ai dit. Puisque vous prenez cette décision-là, non pas dans vos propres intérêts. Mais c'est quand on gouverne. Si on ne gouverne pas, si on ne dirige pas, on ne saurait en aucune façon prendre des mesures. S'il ne l'avait pas fait, s'il ne le faisait pas, il devrait commencer à le faire. Sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas des décisions dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt d'un groupe, dans l'intérêt d'une population qui vous fait confiance ou qui ne vous fait pas confiance. Quand on est président de la République, on ne prend pas des décisions pour faire plaisir à une catégorie d'hommes. Oui, mais pas quand on est affaibli. C'est un président acculé, c'est un président de la République acculé aujourd'hui. Parce qu'il n'avait pas pris des décisions antérieurement et dans l'intérêt de cette population, dans l'intérêt de l'État. Vous pensez qu'il peut encore prendre ses décisions? Il n'est pas trop tard? Bien entendu. La première décision, je suis ici pour dire la vérité. La première décision que le président de la République devait prendre, c'est de s'assurer d'avoir un directeur général de police qui était conscient de la mission d'État qui lui aurait été impartie. Avoir cette conscience de cette mission d'État, c'est de ne pas faire la départition entre les partis, entre le cœur et les émotions. C'est faire une départition réelle entre votre mission et la réalité du pouvoir que vous exercez et l'intérêt de l'État. Tous les autres intérêts devraient se taire face à l'intérêt supérieur de la nation. Je concevrais difficilement qu'un directeur général de police laisse une situation tomber en pleine déliquescence, en pleine dégradation, jusqu'à heurter les intérêts supérieurs de cette nation. Quand je dis les intérêts supérieurs de cette nation, il y a des investissements qui ne peuvent plus avoir lieu dans ce pays. Il y a des écoles qui sont fermées. Alors l'éducation est la base de la réussite et de la jeunesse. Fermées pourquoi ? Parce qu'il y a des entités, de petits groupuscules d'individus qui prennent les écoles et le pays en otage. Où cela à l'intérêt de la population? Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de groupuscules? Parce que quand même, il y a eu des milliers de gens également. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas
un expert du nombre. Mais je veux dire que dès le départ, il y avait une satisfaction prononcée. Il fallait résoudre le problème en amont. Et je n'ai eu de cesse de le dire. Le problème en amont, je l'avais préconisé une fois, c'était de réunir l'ensemble des classes politiques et les conscientiser à prendre une décision commune qui ne heurterait pas l'intérêt de ce pays et qui pourrait, ne pas, sans avoir satisfait tout le monde, mais qui pourrait au moins convenir à ce que nous devrions attendre d'un pays qui est gouverné, d'un pays qui marche. Pardon. Parce que la perception, d'abord, dans un pays, de sécurité, c'est un atout majeur pour l'économie de ce pays. La perception aussi dans ce pays, la perception de sécurité, suivie de l'instauration d'une réelle sécurité, est l'élément vital pour que le pays puisse fonctionner, pour que le tourisme en général, pour que les investisseurs nationaux et internationaux puissent exposer leurs avoirs, puissent exposer leurs fortunes. Parce que ce n'est pas un cadeau lorsqu'on dirige un pays. Ce n'est pas un cadeau lorsqu'on est président de la République. On est plus en proie à des obligations impérieuses qu'on doit exécuter, plus qu'à l'obtention et la réception de privilèges. C'est pas un cadeau, en fait. J'ai toujours dit, on a choisi un homme pour 10 millions d'habitants. Ce n'est pas une question de plaire à une catégorie d'individus. Vous êtes tenu d'assumer la responsabilité d'État qui vous est impartie, qui vous incombe surtout. Et vous direz quoi à ceux qui exigent aujourd'hui, à travers des manifestations de rue, le départ, la démission du président Jovenel Moïse? Vous constatez toujours dans ma vie, je prône toujours la stabilité d'une nation. Et je suis partisan de ceux qui croient que les transitions créent plutôt de petits millionnaires. Et surtout ceux qui ne pouvaient pas conquérir le pouvoir par la voie des urnes vont profiter de cette situation-là pour obtenir le pouvoir et surtout créer leur propre immunité et impunité. Et tous veulent avoir le pouvoir, à l'effet de créer une sorte d'immunité et d'impunité. Ça voudrait dire que... Créer cette forme d'immunité et d'impunité revient aux propos tenus par Éric Jean-Baptiste? Amnesty, non? J'ai compris le cri d'alarme d'Éric Jean-Baptiste. Au départ, on avait vu en Éric Jean-Baptiste un homme un bord laitier. On ne savait pas s'il avait des idées aussi profondes qui pourraient intéresser la nation en général. Et j'ai découvert cet homme à travers surtout le débat qu'il a eu pendant la présidence. Et il a eu le réflexe de dire aux citoyens, je sais que vous allez dire que je suis un bon laitier. En revanche, les idées qu'il portait, les idées qu'il transmettait à la nation, recueillaient le suffrage de la population, un grand nombre de suffrages de la population. Pourquoi? Parce qu'il a mis le droit, il a réussi à mettre le doigt sur la plaie de la nation. Et je ne sais pas ce qu'il va faire, mais les propositions de résorption des difficultés qu'il avait formulées pouvaient permettre à la nation de se restaurer, de se donner une forme, un statut, un nouveau statut. Un statut où la nation pouvait se retrouver par contre, non, y reprendre. Parce que nous sommes au fond du puits. À un certain moment de ma vie, je ne croyais pas que nous pouvions tomber aussi bas dans l'échelle des valeurs de ce pays. Vous faites allusion à l'intolérance et à la violence qui imprègnent les mouvements de rue aujourd'hui, parce que quand même, aujourd'hui, il y a deux choses. Soit on est pour, soit on est contre. Et si on est contre, si on n'est pas avec l'opposition, écoutez, on risque de laisser sa peau. La violence n'est pas spontanée dans ce pays. Et je suis convaincu que le peuple haïtien n'est pas un peuple violent. Selon vous, les attaques perpétrées contre les entreprises de Éric Jean-Baptiste notamment ont été commanditées? Ça, je n'étais pas au courant, malheureusement. Je déplore ça. Certaines
maisonnettes qui logeaient les banques de Borlette de Jean-Baptiste ont été... C'est dommage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'opinion contraire dans ce pays. Vous voyez? On ne peut pas avoir un esprit de dissidence par rapport à la généralité, à la généralisation d'une violence dans ce pays. Il faudrait dire qu'il y a des groupes de citoyens qui sont nourris, qui sont payés, et je sais ce que j'ai dit, qui sont payés à l'idée d'exercer de la violence sur les populations, sur les biens. Et ça s'appelle comment? Pardon? On appellerait ça comment? Si les gens sont payés pour... C'est la vénalité. C'est la vénalité généralisée dans ce pays, où les gens n'assument pas leurs responsabilités selon leur conscience d'homme ou de citoyen. Ils ont peut-être... Je crois que la situation de ce pays commande également que la vénalité ait pu prendre un certain large. C'est vrai. Il y a une souffrance accrue et ardue dans notre pays. La souffrance, il y a beaucoup de faim, il y a de famine même dans certaines régions de ce pays. Mais comment y parer, comment réguler cette situation, ce n'est pas seulement au président de la République qu'il incombe de prendre des décisions. Je pense que l'opposition également, une opposition constructive et positive, est capable de formuler des propositions au président de la République. Dans tout pays correct, on peut normalement s'asseoir avec le président de la République et lui formuler des propositions. Si ces propositions n'ont pas recueilli l'approbation du chef de l'État et d'une partie de la majorité, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre décision de vous écarter du pouvoir exécutif. Vous pouvez être dans l'opposition, mais dans certains pays, je vois que l'opposition s'assoit avec le pouvoir, même si elle préconise son propre programme de gouvernement. Lorsqu'il y a l'intérêt crucial de ce pays, on peut se mettre d'accord sur un noyau d'intérêt. Un noyau d'intérêt qui ne porte pas atteinte au fondement de l'État, qui ne porte pas atteinte au fondement de la nation, qui pourrait permettre aux citoyens de vaquer à leurs occupations ou bien de se créer une part de vitalité pour que le pays puisse vivre et survivre, pour que d'autres pays ne prétendent pas vous mettre sous protectorat. Mais préconiser la violence aujourd'hui, c'est une méthode, c'est une forme de combat pour non seulement acculer le pouvoir, mais faire savoir aussi à l'international, à la communauté internationale, que Jovenel Moïse ne peut pas diriger le pays. C'est ça la démarche, le sens de la démarche. Vous avez vite compris. Le laisser-faire également encourage la perpétration des actes de violence. À ce niveau-là, vous parlez de qui ou vous faites allusion à qui? À la police? On n'a pas besoin d'attendre des instructions venues du pouvoir pour prendre les dispositions qui incombent, qui sont inhérentes à votre fonction. Bon, les responsables de la police vous diront que si la police n'était pas là, ça aurait été pire. Je ne crois pas que ce soit ce mot de dilution de responsabilité qui vaille d'être dit ici. En tout cas, j'ai entendu cette parole. La police est la seule force normalement active dans ce pays. Pardon, il y a des forces armées qui sont encore en embryon. Et si ces forces armées se permettaient d'intervenir, vous irez entendre toute réaction à l'encontre même de cet embryon d'armée. Vous savez, l'armée a maspiné, non. C'est pas vrai. Au contraire, était-il normal et même impérieux que la police et l'armée se concertent, conjuguent leurs efforts pour établir et rétablir l'ordre à l'intérieur de cet État. L'armée n'est pas faite seulement pour protéger les frontières, mais dans des moments où la situation se trouve dépassée à l'intérieur même de ce pays, le recours à l'armée dans tous les pays d'ailleurs du monde se révèle impératif. Bien entendu, mais ce n'est pas des troubles que la police ne peut pas juguler. La police est capable, lorsqu'elle veut faire ce travail, de juguler les troubles que nous rencontrions ici. La police est capable. Nous avons une police
plus ou moins professionnalisé, qui connaît ses limites, qui connaît également l'importance substantielle de sa mission. Bien entendu, elle est plutôt freinée dans ses actions, d'un côté par la politique, d'un côté par ceux qui se réclament de la protection des droits de l'homme. Alors que s'ils avaient eu quelque conscience de citoyens, ils devraient comprendre qu'ils sont en train de faire dépérir l'État. Parce que l'ordre n'est plus rétabli, et quelquefois, on constate que ces organismes de droits de l'homme, pour la plupart, se penchent du côté des bandits, du banditisme, au détriment de la police. Parce que je prends un exemple, des policiers qui ont allé du côté de jalousie, qui ont exposé leur vie pour procéder à l'arrestation de bandits qui ont violé une jeune fille de 17 ans. Dites-moi qui on a jeté, on a mis en isolement, on a jeté en prison. C'était des policiers. Parce qu'un certain député de Cavaillon s'est permis, peut-être c'était un membre de sa famille peut-être, s'est permis de dénoncer l'opération de police qui vient d'avoir lieu. Vous fragilisez les opérations de police, vous démobilisez les forces de police. À ce moment-là, aucun policier ne s'aventurerait à prendre des décisions qui heurteraient peut-être l'avenir, parce qu'ils ont des enfants aussi. Alors maintenant, quand toutes les forces de police conjuguées se retrouvent maintenant face à une responsabilité qu'elles ne peuvent plus exercer, on se retrouve la police en sauve. Maintenant, Maître Canton, revenons à la mission de l'OEA, de l'Organisation des États américains, qui estime que le président ne gouverne, que le président ne gouverne pas. Selon l'OEA, l'opposition doit se rétracter. L'OEA dit aussi qu'elle est favorable à l'état de droit. Mais entre-temps, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons entendu les réactions des membres de l'opposition qui, d'abord, rejettent les recommandations de l'Organisation des États américains et qui ne jurent que par la démission du président de la République. Est-ce que vous pensez que dans l'état actuel des choses, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, la violence qui s'installe un peu partout à travers le pays, des manifestations spontanées qui sont de plus en plus violentes, Métropole a fait les frais mercredi dernier. La vie de nos reporters était menacée. Mais Métropole n'est pas la seule, il y a d'autres médias aussi. Maintenant, est-ce que vous pensez que le pays pourra longtemps tenir? Est-ce que le pays, selon vous, pourra faire face à cette situation, à cette déliquescence, pour vous répéter, à cette dégénérescence, si vous le préférez? Vous savez, M. Théodore, je ne veux pas que notre police soit perçue comme une institution complice des actes de déstabilisation de l'État. C'est mon sentiment. Mais tant pour ce qu'a dit l'OEA, je n'ai jamais eu confiance dans les impressions, dans les rapports des organismes hémisphériques ou des organismes internationaux. J'ai toujours été partisan d'un accord qui doit être trouvé entre les différentes parties de la nation, entre les hommes et les femmes, les citoyens de la nation qui doivent s'asseoir pour prendre une décision qui aille dans l'intérêt de cette nation. Tant que vous avalisez l'émission de personnalités étrangères dans la gestion interne de votre pays, vous livrez votre pays aux enchères de la félonie internationale. Autrement dit, si c'est l'OEA qui prône une solution que vous avez acceptée et que vous avez appliquée, ce qui suppose plus tard l'OEA serait capable d'imposer d'autres solutions,
et que vous ne pouvez pas critiquer, puisque c'est elle qui était à l'origine d'un embryon de solution pour vous-même. Maintenant, ce qu'a dit l'OEA n'est pas contraire à la réalité en Haïti. J'ai toujours prêché que le président prenne des décisions conformes à l'intérêt national. Il peut ne pas être suivi, mais la décision du président de la République doit être nourrie. Nourrie voudrait dire que les conseillers préparent votre décision, qui ne doit souffrir d'aucune émotion, vous voyez, de quelque spontanéité qui nécessiterait un retour de situation, un retour sur la décision que vous avez prise. C'est ça qui avait un petit peu fragilisé le gouvernement de M. Martelly. Il prenait une décision, il revient sur cette décision. Au point qu'un homme politique prenait le parti et le plaisir conjugué de dire que M. Martelly tenait 14 fois sur cette décision. Il fait le bac. Il fait bac 14 fois. Ça ne doit pas arriver à un président de la République. Votre décision doit être... Oui, mais dans l'esprit, pour diriger, il faut des compromis aussi. Quand j'ai dit compromis, je n'ai pas dit l'absence de compromis. C'est pas ce que je voudrais dire. La décision doit être nourrie. Nourrie voudrait dire qu'elle est préparée, elle est pesée, elle est mesurée avant de la sortir, avant de l'imposer à la collectivité des citoyens. C'est ça, une mesure dite publique, une mesure gouvernementale, une mesure d'État. Vous pouvez être chef du pouvoir exécutif. Vous voulez quelque chose qui ne peut se réaliser. Lorsque vous êtes le chef de l'État, vous êtes doté d'un pouvoir de faire dans l'intérêt supérieur de la nation que personne ne peut mettre en cause. Maintenant, revenons sur l'OEA. Quand je disais que c'est pas que l'OEA peut dire vrai, peut voir également ce que tous les Haïtiens ont constaté, mais je ne suis pas partisan de ceux qui adhèrent à certaines positions préconisées ou formulées par l'international. Je sais qu'à un moment ou un autre de notre histoire, cette institution finira par imposer d'autres solutions. C'est ce qui était arrivé lorsque, en 1996, 97, 2000, 2001, nous constations que les récurrences de voyages de l'OEA ici, avec le secrétaire général adjoint, Einaudi, etc., Luigi Einaudi, qui n'ont rien apporté de consistant dans notre nation. Et pourtant, les réalités profondes étaient là sans avoir été touchées, sans avoir été abordées par nos concitoyens qui auraient pu s'asseoir ensemble et résoudre les difficultés auxquelles s'était trouvé confronté ce pays. Malheureusement, nous forgeons des comportements, plutôt, comme on dit, des comportements marrons, ce qui supposerait que l'étranger doit s'instaurer dans notre champ de vision, dans notre champ de décision. Et quelquefois, c'est un fonctionnaire banal qu'on vous envoie, et c'est lui qui émet une proposition de solution, et cette solution qui est adoptée par des citoyens qui sont capables, par la conjugaison de leurs efforts, trouver des solutions adaptées à la réalité politique de notre pays. Donc, nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un orgueil qui nous imprègne, qui entre dans notre champ de vision et dans notre champ de pensée. Si ce n'est pas vous qui prenez la décision aujourd'hui, elle ne saurait être bonne. Et pourtant, je suis toujours convaincu que M. Théodore, Fristo Canton, M. Steins, M. Berthaud, réunis ensemble, sans orgueil, sans prééminence de notre comportement, que nous sommes détenteurs du savoir, eh bien, nous pouvons ensemble dégager une solution adaptée à telle ou telle circonstance. L'opposition utilise le rapport de la Cour supérieure des comptes comme outil pour exiger la démission du président de la République. Et vous êtes homme de loi, vous avez entendu la position exprimée par la délégation de l'OEA. En clair, ou en d'autres termes, nous aurions l'impression que l'organisation hémisphérique a banalisé le rapport de l'OEA en doutant de l'impartialité du travail réalisé par la Cour. L'OEA préconise la formation d'une commission d'experts internationaux pour chercher à savoir
la quantité d'argent qui aurait été volée par les dirigeants. Quelle est donc la position de Maître Cantor? Je constate que le lauréat n'a fait que reprendre les propositions que j'avais formulées sur la radio, sur radio 90.5, sur LFM. J'avais dit que le rapport de la Cour supérieure des comptes souffre d'un vice aigu de partialité, de vice accusé et même confirmé de partialité. Déjà, il y avait un premier rapport qui avait été élaboré par le Sénat de la République. Et ce rapport, il faut voir l'identité et surtout l'impression que donnaient ceux qui étaient en charge de la préparation de ce rapport. Maintenant, quand on regarde les hommes qui étaient à l'origine de l'élaboration de la commission, par la commission sénatoriale, il faudrait s'interroger sur leur motivation, déjà. Sur l'objet et les motifs, surtout les mobiles. Si tous ces 4 éléments réunis ne créent pas les 3 principes élémentaires en matière d'audit ou d'enquête, le rapport est déjà entaché de vice de partialité. Autrement dit, pour établir un rapport d'audit, les principes élémentaires doivent être respectés tels, premièrement, la neutralité. La neutralité. Deuxièmement, le contradictoire, qui est un principe fondamental en matière d'audit. C'est-à-dire, je dois vous soumettre préalablement le rapport que j'ai fait en fonction des pièces dont je dispose. Je vous demande, est-ce que ces pièces sont réelles? Quelles sont les pièces que vous avez vous-même à me proposer en contrepartie ou pour combattre ou en confirmation de ce que vous avez fait pour ce que vous avez reçu comme argent. Si je ne vous demande rien, je ne vous ai même pas demandé de me présenter un rapport sur les activités que vous avez entreprises dans votre entreprise, vous faites un rapport unilatéral. Et lorsque l'unilatéralité d'un rapport ne peut pas être soumise en justice, puisque le rapport doit être combattu. Le rapport doit être contradictoire. C'est-à-dire les pièces doivent être... Ce sont les pièces qui détruisent les pièces, ce sont les pièces qui confirment la réalité du travail fourni ou la non-véracité du travail fourni. Après le contradictoire, ce sont ces 2 principes cumulés qui forgent maintenant le 3e principe qui est celui de la fiabilité. Si les 2 premiers principes ne sont pas respectés, il nous resterait à avoir de la fiabilité dans le rapport d'audit. Autrement dit, le rapport souffre également d'un vice d'égalité, d'illégalité externe. Quelle est l'autorité compétente pour élaborer un rapport? Là, je vais vous dire le vice de l'égalité interne, ce que je venais de vous dire tout à l'heure. L'autorité compétente. Le Sénat a élaboré un rapport, partial ou impartial, mais nous avions dit tout à l'heure, le rapport était déjà partial. Le rapport était dirigé contre un gouvernement. Il n'a pas pris en cause l'ensemble des dépenses qui ont été exposées dans le cadre de Petro-Caribé. Alors que vous faites un rapport, vous ne devez pas épargner un gouvernement par rapport à un autre gouvernement. Depuis René Préval, il y avait environ 197 millions de dollars qui ont été dépensés sur Mme Pierre-Louis. Après, il y a 163 millions. On a esquivé ce gouvernement pour s'attarder sur le gouvernement de M. Martel. Après, on a sauté le gouvernement de M. Prévert pour absorber M. Jovenel Moïse, qui n'a rien à voir avec le Petro-Caribé, sauf... On vous dira que sauf en matière... On vous dira qu'en politique, tout est permis et ce serait de bonne guerre. Non. Il faut avoir un peu de moralité en politique. C'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on cesse d'être moral. C'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on cesse d'être correct. C'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on doit prendre le pari et le parti de détruire les gens. Je dis, il n'y a que des hommes sans honneur qui cherchent à porter atteinte à l'honneur des autres.
Moi, je tiens à l'honneur de monsieur Théodore, même si je suis contre vous. C'est pas parce que je suis contre vous que je dois apprendre, je dois m'atteler, m'évertuer, m'astreindre à détruire votre honneur et votre dignité. Donc là, j'ai compris que vous êtes en phase avec... Je n'ai pas terminé sur votre rapport. Allez-y. Lorsque cet accord est arrivé à la Cour des comptes, déjà élaboré, vous voyez, il y a déjà un rapport élaboré qui est soumis à la Cour des comptes pour être réélaboré. La Cour des comptes va la Cour des comptes va faire un rapport sur un rapport. Comprenez-moi bien. Or, ceux qui ont envoyé le rapport à la Cour des comptes, est-ce que ce n'est pas une dilution de responsabilité, un refus ou négation surtout de cette responsabilité? Puisque ce rapport doit être renvoyé au Sénat qui a la liberté de l'entériner ou de ne pas l'entériner. Ça voudrait dire que vous jouez avec l'intérêt de la nation, vous jouez avec les attentes de la population. Or, la Cour des comptes, en tant que haute instance en matière d'audit dans ce pays, la Constitution le dit dans l'article 200, elle avait le devoir de faire un audit correct, respectueux des règles. Ce sont des amis. Moi, je leur ai dit, pardonnez-moi, lorsque vous faites un audit de cette nature-là, eh bien, à ce moment-là, vous allez transférer ce même audit à au Sénat. Qu'est-ce que le Sénat va faire de cet audit? Ok, Maître Canton, j'allais dire tantôt que, à vous entendre parler, vous êtes en phase avec la position exprimée par l'organisation. Non, je ne suis pas en phase. Je dis que où l'OEA est en phase avec vous. Reprendre les propositions que j'ai formulées. En d'autres termes, ce serait la même chose, Maître Canton. Mais il y a aussi, en fait, là, je parle du doute émis par l'organisation en ce qui concerne la fiabilité ou encore la partialité ou l'impartialité du rapport. Mais il y a aussi un autre point. L'OEA recommande la création d'une commission d'experts. Je l'avais déjà dit. C'est ce que vous souhaitez aussi. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas être à la fois juge et partie. Vous êtes partie intégrante de Petro-Caribé. Vous ne pouvez pas vous-même faire un rapport sur les autres là, en vous épargnant vous-même. Vous parlez de qui, là, maintenant? Vous parlez de la Cour des comptes? Du Sénat d'abord. Ah, du Sénat d'abord. Du Sénat d'abord. Maintenant, de la Cour des comptes, j'ai entendu beaucoup de bruit sur votre radio tout à l'heure, que la Cour des comptes avait bénéficié de 72 millions de gouttes, etc. Ça ne me regarde pas. Je n'ai pas besoin de savoir si Petro-Caribé avait été absorbé par tel ou tel homme. Je sais qu'il y avait du gaspillage. Je sais qu'il y avait des détournements. Je sais qu'il y avait des entreprises qui avaient bidé et qui ont obtenu des contrats qui n'ont jamais été exécutés. Mais il faudrait, dans le rapport, que cela apparaisse pour que la population soit avertie, soit informée. En ce moment-là, si ce rapport-là n'a pas retracé, n'a pas trouvé la traçabilité de cet argent qui avait été obtenu par des entreprises et qui, en contrepartie de cet argent, n'a pas effectué le travail normalement permis, parce que ces entreprises-là doivent avoir une performance bond, doivent avoir une caution de rétention bond. Alors que vous leur avez versé tout l'argent, il faut me dire quel est le travail qui avait été accompli. Il ne s'agit pas d'un homme ou d'une entreprise, c'est l'ensemble des entreprises qui avaient bénéficié du Petro-Caribé qui doivent être auditées. Il ne s'est pas agi de faire un travail parcellaire à l'effet d'indexer tel ou tel individu. Ça, c'est le plus grave danger que nous puissions constater dans l'application de la justice en Haïti. La justice n'a pas de justesse. Ou la justesse n'est pas justice dans ce pays. On va revenir, Maître Canton, on va observer la pause et puis on revient. Et j'attendrai une réponse de vous à cette question. Est-ce que vous avez avec vous des preuves qui vous habiliteraient à dire que les violences exercées dans les rues ont été commanditées? Donc on reviendra là-dessus après la pause. Non, après la pause, je ne vais pas réfléchir.
Vous avez le loisir de réfléchir, maître. J'aime l'improvisation directe, la spontanéité de la réponse. Attends, Non, mais on doit marquer la pause. D'accord, merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Fristo Canton est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Maître Fristo Canton est notre invité. Il est avec nous. Avant la pause, on parlait des attaques perpétrées sur le petit commerce, la presse et autres, les médias. Manifestations spontanées, certes, mais les attaques ne sont pas spontanées, selon vous, maître Canton, homme de loi, de votre État. Vous pouvez apporter des précisions? Je vais faire une appréciation préalable avec vous. Qu'est-ce qui a justifié et qui aurait justifié que le 6-7 juillet, il y avait des casse-partout, des attaques abracadabra, j'en dis, à l'encontre des entreprises Pétionville et partout. On a assisté à cette répétition de ces horreurs au mois d'octobre. Dans la dernière manifestation, il y avait un mot d'ordre déjà. Vous passez à Pétionville, mais vous ne cassez rien du tout. Un. Deuxièmement, dans les échanges qui ont été recueillis, on a vu des gens que vous connaissez fort bien apparaître et qui ont estimé qu'ils vont devoir retrouver l'argent perdu le 6 et le 7. Qu'ils avaient perdu le 6 et le 7 juillet. Quand ils auront eu le pouvoir, le pouvoir devrait leur permettre à récupérer l'argent qui a été perdu. Troisièmement, ce que nous avions effleuré tout à l'heure, il y a certains qui sont à la recherche permanente d'immunité et d'impunité. Pour bénéficier de ce champ d'impunité, il faudrait toujours en permanence avoir le pouvoir, détenir le pouvoir. C'est-à-dire n'importe qui aurait été élu, autre que celui normalement prévu, qu'il soit Jovenel Moïse, qu'il ait été Moïse Jean-Charles, pas Moïse Jean-Charles, bon, peut-être Moïse Jean-Charles aussi, je ne sais pas, qu'il soit Éric Jean-Baptiste, ils auraient subi le même problème s'ils avaient persisté à remettre en cause des intérêts déjà conquis et acquis et mettre en cause les monopoles déjà obtenus par certaines catégories d'individus. Or, celui qui a cassé l'élan industriel de ce pays s'appelle, passez-moi l'expression qu'il dorme en paix, c'est René Préval. René Préval a bénéficié de tous les atouts de la République. L'argent du pays, les taxes, le Petro-Caribé. On constate que c'est l'homme de gauche, dit de gauche, qui a privatisé toutes les entreprises stratégiques et rentables de ce pays. Depuis Moulin d'Haïti, en passant par Ciment d'Haïti, et comme dernière acquisition... Alors, la minoterie. La minoterie, oui. Moulin d'Haïti, le Ciment d'Haïti et la Téléco. Comment concevoir que des entreprises stratégiques de ce pays, la seule entreprise détentrice de fibres optiques dans ce pays, qui était la référence des Caraïbes, qu'on ait pu la vendre à 50 millions de dollars? Alors que derrière, il y en a qui ont donné 200 millions de dollars. Vous concevriez vraiment que le pays puisse accepter ça? Oui, mais c'est déjà fait. Non, monsieur. On l'a accepté? Non, monsieur, non, on ne l'a pas accepté. Mais on ne vous a pas dit ce qui est fait. Voilà. Et vous ne saviez pas, monsieur Théodore. Vous ne saviez pas que le Ciment d'Haïti, c'était la seule entreprise détentrice de tous les éléments qui permettent une industrie normale et viable dans ce pays. C'était la seule entreprise qui détient même le clin-clin, comme on dit. On l'a fermé,
Maintenant, on fait des importations de ciment en vrac venu de la Colombie. Et immédiatement, le prix du ciment a grimpé. Maintenant, nos entrepreneurs, maintenant nos banques, maintenant également la Banque centrale. Quelle décision prendre pour éviter la détérioration de votre gourde? Quel ministère du Commerce, quelle décision prendre pour éviter ces importations, disons, pas connaître, ces importations voraces? Bon, les décisions peuvent ne pas être fructueuses quand même, mais il y a un peu de décisions qui prennent de la part de la Banque centrale, les injections de quelques millions sur... Les injections. Oui. C'est tout simplement, vous êtes en train de, en tant que pompier, d'éteindre un peu du feu, mais pour combien de temps? Si vous prenez des décisions à caractère immédiat et qui ne dureraient que l'espace d'un 6 mois, l'espace d'un jour, d'une semaine et d'une dizaine de jours, vous comme simple entrepreneur, êtes capable d'absorber l'ensemble de ce qui est mis sur le marché par la Banque centrale. Alors, s'il y a un partage consensuel entre les entrepreneurs, vous concevriez immédiatement que le pays s'enliserait davantage dans le désespoir. J'allais plus loin. Bon, si vous avez une question à poser... Bien sûr. Alors, je m'apprêtais à vous demander, Maître Canton, de partager avec nous votre lecture de ce que s'apprête à faire l'opposition politique qui, justement, va proposer une alternative à Jovenel Moïse. Je n'ai pas de lecture prématurée dans l'instabilité. Vous préférez attendre la proposition? Je ne veux pas avoir de lecture prématurée dans l'instabilité d'un pays. Vous concevriez, vous avez constaté depuis le jour où je suis entré sur la scène, sur l'échiquier peut-être politique haïtien, je prône toujours la réconciliation entre le peuple haïtien. J'ai demandé à ce que nous puissions coudre les tissus de cette nation en lambeaux pour que nous puissions apporter une nouvelle lecture, une nouvelle structure, un nouveau pays. Nous ne sommes plus un pays, M. Théodore. N'importe qui fait ce qu'il veut dans ce pays, sans crainte d'être sanctionné. À tous les niveaux. Il y a ceux des bandits qui détiennent des armes. Il y a d'autres catégories d'individus. Est-ce que ça ne traduit pas la faillite de nos institutions? Est-ce que ça ne traduit pas vous parlez d'institutions. J'avais visé l'institution. Faillite des institutions, l'incapacité des dirigeants aussi. Je vais vous dire une chose. L'incapacité des dirigeants, c'est pas maintenant avec Jovenel Moïse. Je ne parle pas... Jovenel Moïse n'a pas su... Je vous pose la question... Non, vous avez raison. Jovenel Moïse n'a pas su réguler, redresser une situation. C'est dommage. Il n'a pas su se comporter en chef d'État de peur d'être reproché, de se voir reprocher un début de dictature. C'est pas ça le pays. Je vais vous dire une chose. Vous avez dit tout à l'heure... J'ai parlé de la faillite des institutions. De la faillite des institutions. Les hommes font les institutions. Les hommes qui ont requis, qui ont obtenu une formation adéquate et une conscience nationale responsable doivent savoir qu'ils ont une responsabilité nobiliaire qui consiste à forger une structure normale pour que les institutions conservent une certaine pérennité. Mais même pas une pérennité certaine dans le temps. Il y a des gens vous ne le faites pas. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que le vrai pouvoir, aujourd'hui, se trouve au Parlement haïtien. C'est dommage. Non, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous partagez ce... Non, mais c'est dommage. Mais c'est la réalité, selon vous? C'est une réalité que je ne saurais accepter parce qu'il y a ce qu'on appelle la distribution constitutionnelle, la répartition constitutionnelle du pouvoir en Haïti. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a rien du tout. Si, en tant que pouvoir exécutif, c'est un jeu politique, c'est un jeu politique dans tous les pays, que de tenter d'absorber une part de responsabilité, une part de pouvoir qui originairement appartenait à notre pouvoir. Pardon, laissez-moi vous réfléchir. On a trouvé ça avec Montesquieu, on a trouvé ça aux États-Unis d'Amérique, lorsque le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire se retrouvent en conflit permanent. Mais Montesquieu l'avait dit, ces deux pouvoirs sont conçus pour se neutraliser mutuellement.
mais comme par le mouvement naturel des choses, ils seront contraints d'aller, mais ils seront contraints d'aller vers l'avant. Mais nous-mêmes, nous sommes dispersés, nous sommes toujours en plein conflit, et au cœur même du Parlement, il y a un désaccord constant, de telle sorte qu'aucune décision ne pourrait sortir. Aucune décision heureuse pour ce pays ne pourrait sortir du Parlement. Pardonnez-moi. L'autre intérêt On n'a pas beaucoup de temps. Pardon, l'autre intérêt du Parlement, c'est que c'est l'absorption de fonds de la nation. Il y a un budget faramineux. En dehors des budgets, il y a des budgets extra-institutionnels. C'est-à-dire, si l'ULCC faisait son travail, elle devait commencer par certains parlementaires. C'est fort ce que j'ai dit. Figurez-vous, un parlementaire qui quitte son pays. Il a l'immunité. Attendez. Vous avez de l'immunité pour les actes posés à l'intérieur du Parlement à l'occasion de votre fonction, mais pas pour les actes de malversation. Attendez. Vous revenez de chez vous avec un chauffeur, on vous a prêté une voiture pour rentrer à Port-au-Prince, vous venez prêter serment. Dans l'espace de 6 mois, vous êtes devenu l'un des hommes les plus riches de ce pays. Et personne ne vous a demandé par où, comment, par quelle manière vous avez conquis cette richesse. Et comme les gens de l'ULCC, pour la plupart, sont nommés avec le concours de la plupart des parlementaires, ils ne pourront pas oser. Moi, je vous dis la vérité. La vérité, c'est que pour que ce pays puisse sortir de ses ornières, il faudrait qu'il y ait une réaction d'ensemble. Que ce principe, pas même un principe, ce réflexe d'immunité, d'impunité perpétuelle, est tendance à disparaître chez nos dirigeants. Les dirigeants veulent toujours garder, avoir le monopole du pouvoir, pour être toujours à l'abri des sanctions de la loi. Ça, je crois qu'il faudrait à un certain moment de notre durée, extirper cette possibilité. Une dernière question, Maître Canton. Je vous écoute, monsieur. Que faire aujourd'hui pour faciliter la ratification par le Parlement d'un Premier ministre? Il faut des concessions et des compromis. Concession et compromis, partage de responsabilités? Oui, mais ces concessions, ce compromis ne doivent pas être guidés par un intérêt personnel. C'est vrai, nous sommes en politique. J'ai cet intérêt compte. Mais il faudrait toujours faire transcender l'intérêt national au dépend des intérêts particuliers. Lorsque vous seriez à même de vous consentir ce petit sacrifice, vous commencez par participer à la création de l'État, à la recréation de l'État. Merci, Maître Canton. Je vous remercie, M. Théodore. Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de cette rubrique avec Maître Fristo Canton. Ne quittez pas, on vous revient après la pause avec Cynthia Kanski-Thébault. Ce sera tout de suite. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Quelques minutes, environ une dizaine, pour Cynthia, à l'occasion de son spectacle qu'elle compte donner à Taraz demain soir. Bonjour, Cynthia Kanski-Thébault, bienvenue. Bonjour, Wendell. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Merci de me recevoir. C'est un gros spectacle préparé pour une occasion 5 ans. Vous parlez CKT Centre de Danse. CKT Centre de Danse. Donc c'est oui, à l'occasion de son 5e anniversaire. Voilà. Oui, cette année, mon spectacle, c'est vraiment le plus grandiose de mes spectacles. Parce que vous pouvez, moi, je veux marquer mes 5 ans. Parce que j'ai eu un parcours assez difficile pour arriver là où j'en suis. Donc, on veut célébrer à tous les niveaux. Les élèves travaillent vraiment durement. Mon équipe de production ne dort pas, comme moi aussi, comme vous voyez, ça fait des semaines. Et surtout avec la conjoncture actuelle, ça a été plutôt très difficile cette année pour finalement arriver à pouvoir présenter ce que vous allez voir demain soir à Taraz. Vous avez dit Taraz. Pourquoi oui. Taraz? Bon, Taraz, c'est l'espace. C'est ce qui nous convient parce que, en général, avec la quantité pour l'audience, c'est le lieu
le plus grand aussi. Et je fais ça depuis 5 ans aussi à Taraz, et ça fonctionne bien, voilà. Pour qui est-ce Tarazier? Taraz, c'est pour Madame Eliadin, Madame Gladys Eliadin, qui est vraiment adorable, avec qui je m'entends très bien. Et cette année encore, voilà, on fait à Taraz. Autour des mentis, quelques nouvelles, comme vous entendez? Quelles nouvelles? Quelqu'un d'autre monde qui a acheté Taraz? Non. C'est pas vrai? Non, parce que l'année passée, je n'ai pas passé même bagaille et tout. Là, je dis ça, je courir l'aile parce que je me dis, oh, Madame Eliadin, avec qui je dois prendre contact maintenant, parce que j'ai entendu que Taraz est pour quelqu'un d'autre. Elle me dit, non, 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 j'avais loué pour quelques mois, mais voilà, c'est toujours à moi. Donc Taraz, c'est bien pour Madame Gladys Eliadin. Donc il n'en est pas question? Non, non, non. Ok, maintenant, on retourne sur ce spectacle-là. Mais oui. Et qui c'est raison de faire bien, c'est pas pour parler de... ce n'est pas pour faire de la publicité pour Taraz, oui. Mais c'est pour le spectacle. Vous pensez... un peu le monde a venu et doit venir, malgré Jean payant et un? Oui, je pensais qu'un peu le monde doit venir. Parce que, d'ailleurs, ce n'est pas seulement un spectacle de danse que j'offre cette année. C'est un spectacle, il y aura de acting, j'ai une partie qui va... C'est comme ça sera un théâtre, et en même temps, il y aura beaucoup de danse, et du chant aussi. Et tout ça est fait par mes élèves. Il n'y a personne de l'extérieur qui va performer à part les élèves de CKT. Ils vont non seulement danser, ils vont chanter et ils vont jouer aussi. Donc ça veut dire que c'est votre propre inspiration, bien vos inspirations, vos élèves et vous. Oui. Et c'est votre invention. Oui, toujours. C'est pas de l'extérieur que ça vient. Depuis ma première année, c'est moi qui écris mes textes, tous mes spectacles. Je laisse mon inspiration parler la nuit, j'écris. Et il y aura... Mais quel sera le message? OK. Et Intuition, ça s'appelle Intuition, l'histoire de Tante Sissi. C'est l'histoire d'un drame familial rendu sous forme de comédie. Parce que j'avais opté pour... dont on va tirer beaucoup de leçons. Mais en même temps, j'ai voulu avoir cette comédie parce que, surtout avec la conjoncture actuelle, il nous faut rire. Donc, en même temps, on vient voir vraiment, il y aura beaucoup de techniques, beaucoup, les élèves, vraiment, je suis très fière d'eux, mais l'histoire à tirer, ça sera d'une manière très comique. Il y a de la mélancolie, mais enfin, il faut venir pour voir, parce que je ne veux pas trop en parler. Oui. Mais c'est dans l'occasion 5 ans qu'on fait. Occasion 5 ans que m'a fait. Et le décor aussi sera vraiment extraordinaire. En fait, pour ce spectacle, ça, en termes de ressources humaines, combien de monde mobilisé? On a dit au moins, on est près en tout, avec la production, le décor et tout, près d'une 30aine de personnes qui travaillent vraiment d'arrache-pied depuis des semaines, près de 2 mois. Et qui ça au monde besoin? Quel niveau pour monde gagner pour pénétrer le sujet, pour bien comprendre ça? Non, c'est très facile. Mettez-le vraiment avec la narration, c'est très facile à comprendre. Le message que je veux faire passer sera vraiment facile à comprendre. Et quelles conditions pour participer dans ce spectacle ça? Et faut cacher billet et soit on va aller en tant que danseur ou bien non, en tant que participant pour mon aller qui soit besoin. Ticket? Ticket seulement pour acheter. Faut un véhicule tout? Oui. Faut un véhicule bien sûr, c'est à Taraz. Taxi moto? Oui, pas de problème. Taxi moto, machine privée, Jonvléa. On a recevoir. OK. On a dit prière tout à l'heure combien pour mon véhicule qui a un ticket en tout mais et pour dans un contexte si difficile, quelle plus grosse difficulté vous avez rencontré pour réaliser le spectacle ça? La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est ces derniers jours, parce que les 2 dernières semaines, pour me faire, par exemple, pour décoller, pour toute bagaille, par exemple, les gens avec qui je rencontré, ils disent « Ah, si nous avons ça passé, nous ne pouvons pas faire ça encore, parce que l'employé n'a pas venu, on connaît un pays pas bon. » Bah, comme ça. Moi-même, je suis des gens m'oblige à chercher moi-même personnellement jusqu'au fou pour mener un travail pour travailler pour moi pour le spectacle là. Donc ça veut dire que ça a été un défi à tous les niveaux. Chaque jour on a une dernière urgence, il y a tel bagage, nous pas faire ci. Quand ça fin régler, il y a ça pas régler. Donc ça veut dire que nous sous la balle tout le temps
Par exemple, un chauffeur, moun sa yo pas job, yo pas dormi. À ce moment, mon chauffeur même sous motocyclette, il a cherché des séries d'employés pour porter dans l'entreprise pour qu'il travaille pour moi. Donc ça n'a pas été facile pour pouvoir réaliser. Donc pour attaquer véritablement mise en œuvre pièce de réalisation spectacle ça, combien de temps on mettait pour ça? Bon, moi-même personnellement, je commence à écrire en général, depuis, le premier spectacle moi fini en juin, j'ai des vacances, juillet et août, j'ai déjà commencé à réfléchir qui histoire, qui ça me va faire pour l'année prochaine. Mais en général, c'est à partir de septembre, octobre que je me focus. Parce que pour écrire, par exemple, c'est une histoire que je gagne en tête, il faut adapter avec toute qualité niveau élève que je gagne pour chorégraphie et pour que le son ressortir, il a ressorti belle au niveau théâtral, au niveau danse, au niveau costume, à tous les niveaux. Donc, même par exemple, pour me chercher une série de costumes spécifiques que j'ai besoin, je a privé, par exemple, disons que j'ai 15 élèves, pour chercher costume, l'autre bord, dans la compagnie, c'est déjà un problème. Et pour finir, tout le bagage, je dis OK, et puis un mois après, ou bien 2 semaines après, je dis un dernier size que je ne peux pas jouer, c'est rechercher encore costume. Ça veut dire qu'il faut toujours sur la balle. C'est surtout les 3 derniers mois, comme on dit, je n'ai vie. Je focus parce que vision par femme Dieu, c'est offrir, une de mes visions, c'est offrir à Haïti le meilleur de moi-même. Ça veut dire décider que je vais tout de moi-même pour moi offrir le meilleur que moi-même de capacité. Sans ça, combien d'élèves il y a là-dedans? Et à Kounia, il y a 170 élèves. Filles et garçons? Filles et garçons. Nous sponsorisons tout. De quel âge, par exemple? De quel âge? Tranche d'âge? 3 ans jusqu'à... nous avons des dance mom, maman Timounio. Nous avons un groupe maman qui parle danser. C'est de Las Vegas pour aller pour aller comme ça. Donc, tellement mesdames, c'est bien. Alors expliquez-moi. Maman, ça a été by Timounio? Timounio dans la danse. Maman a observé, tu vas apprendre à danser tout? Et tout vient élève. Et puis, nous allons voir qui vont performer professionnellement demain. Extraordinaire. Et vous travaillez vraiment dur. On va prendre garçon et... Oui. Non, grand monde garçon. Oui. Nous prenons grand monde garçon tout. Je m'attends au Wendel. Vous avez fait pile monde qui t'a pu regarder. Oh oui. Non, je dis, il y a garçon tout. Par exemple, ça c'est on va me dit Kako Boujoli. Vous connaissez, me dit comédie, Kako. À plateau, et vraiment, il y a beaucoup de surprises. Mais je ne peux pas dévoiler. Il faut venir demain soir et puis après, on me dit... C'est à quelle heure on va commencer? À 7 h. Il faut me commencer à l'heure, donc il faut tout le monde à l'heure, parce que vu la conjoncture aussi, je ne peux pas finir trop tard. Donc, je demande des pour me venir à l'heure. Bien qu'on dit que aujourd'hui en Haïti, le plus prudent, on circule dans la nuit, parce que on a opéré, c'est la journée, on opéré, et ceux qui n'ont pas inquiété, donc ils ont dormi. Bon, maintenant, on allait pour qui côté on a plein de tickets? Il y a plein de tickets dans Belle Optique, il y a plein de tickets dans Little Europe, il y a plein de tickets dans Thomson Électronique et dans CKT tout. Mais on connaît nous plus Taraz, donc CKT à partir de 4 h, il ferme. Et donc entre ces 3 ou bien CKT aussi, et on peut venir acheter les billets. Et combien comme? $60 US. $60 US. Bon, on a de bonne chance et puis bonne fête et joyeux 5e anniversaire. Merci. Et je veux aussi, avant de partir, remercier les parents, ma famille, bien sûr, parce qu'ils me donnent un support extraordinaire, surtout émotionnellement, parce que je ne dors pas. Et mes sponsors aussi, parce que je n'ai qu'à réaliser un spectacle à Nessa. Mais pour me faire aussi grandiosement, c'est grâce à mes sponsors. Et là, je me checké, je dis, Nessa, vraiment, bagaille dû. Malgré ça, j'ai pu trouver beaucoup de sponsors, assez de sponsors qui me permettent de faire ce spectacle. Et en plus là de relève, je dis si tu as ça passé, n'a sponsorisé parce que nous connaissons tout de nous-mêmes. Alors c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, le travail avec cœur, la marcher quand même. Donc c'est une grande solidarité qui vraiment va me permettre de délivrer ce spectacle hors pair de demain soir. Et vous avez dit tout à l'heure que vous faites sponsorship tout, vous sponsorisez. Oui, on sponsorise Timoun et en fait des jeunes, surtout des garçons. Alors, il faut me dire que comment j'ai commencé à jouer depuis 3-4 ans, monsieur hip-hop, je suis allé le dimanche Chanmos, je suis allé faire des compétitions et mal des talents.
Donc, c'est comme ça que je joindre tout ça qui a talent et qui est sérieux. Parce que, premièrement, je me dis, le talent, c'est sérieux, mais si vous n'avez pas de discipline, vous ne pouvez pas priver quand on parle. Et j'ai 12 petits messieurs, première année, que je sponsorisé et que je toujours envoyé dans la compétition. J'ai en Guadeloupe, à Paris, à New York. Et dans 12, j'ai 6 que leur aller dans la compétition, où il y a des gros mamans et gros l'école l'autre boy qui viennent garder. Et puis, ouais, tout ça qui est talent, et puis tout prend pour signer un contrat avec eux. Et bien, il y a 6 qui allaient, qui l'autre bord, et qui a brillé. Et j'ai contact avec eux jusqu'à Kounia. Ce sont des petits messieurs, Sean Moss, que Kounia, ils ont l'autre bord, et ils ont voué comme pour parents ici, c'est ça, je suis content. Et parce que il y a des parents qui disent, mais si tu as soit formé des gens, ou supposé faire signer, comme si pour au moins 2 ans, 3 ans, je dis non, pas je me faire. Parce que je me faire comme, si j'ai une opportunité, pour me kembe. Donc, je vais te poser l'opportunité de prendre parce que je vais l'autre qui vient venir encore. Merci Cynthia, de content de recevoir. Merci Mendel. Monsieur, bonne chance. Merci. Bonne fête. Rendez-vous demain soir. Rendez-vous demain soir, Taral. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Je vous souhaite un très bon week-end avec nous et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.